Je suis présente pour essayer de faire un point avec vous sur ce que c'est que le design et retirer un peu toute la part de fantasmes, de rêves et de choses qui fait qu'on n'arrive pas bien à définir ce que ça fait, ce que ça apporte et ce qu'est un designer. Donc le design, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'ai essayé de trouver des définitions un peu claires et bon, la première, c'est Wikipédia, qui dit donc le design, c'est la création d'un projet en vue de la réalisation et de la production d'un objet ou d'un système qui se situe à la croisée de l'art, de la technique et de la société. Voilà. Je suis designer, j'ai pas compris. Donc je pense que personne ne comprend ça et puis ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je suis allée voir du côté de la Fondation des designers. Et alors eux, c'est encore mieux, ils se mettent d'accord sur le fait qu'ils ne savent pas le définir. Voilà. Donc à partir de là, je me suis dit très bien, si on veut essayer de comprendre ce que ça fait, ce que ça implique et ce que ça nous apportera, on va peut-être s'intéresser à son histoire. Et en cherchant dans ces fondations, il y a certainement trois racines, de trois éléments qui tiennent la route et qui permettent d'en écrire à peu près les grandes lignes et qu'on puisse parler de la même chose. Donc, le design, qu'est-ce que c'est ? Il y en a qui pensent que c'est un courant de pensée, c'est une façon de réfléchir. Il y en a qui disent que c'est un critère esthétique, un truc c'est design, c'est joli, c'est stylé. Il y en a encore qui estiment que c'est purement fonctionnel, on défend la fonctionnalité, la praticité pure d'un objet. Alors ces trois critères ne sont pas faux, mais ils ne sont pas juste non plus pris séparément. Un objet ne tient pas parce qu'il est beau, parce qu'il est utile ou parce qu'on l'a bien pensé. C'est généralement une alliance des trois. Dans tous les cas, le design se développe sur deux axes principaux, un design purement stratégique, qui est comment organiser et optimiser la production d'un produit, et un plan plus marketing, qui est comment trouver sa cible, son utilisateur, à travers différents critères, tels que par exemple l'esthétique en effet. Les premières manifestations du design, on les trouve vers le milieu du XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, et des premières capacités de production, donc les unités d'usine qui permettaient de produire en chaîne des objets. Donc on arrive à rationaliser le besoin d'un utilisateur pour l'adapter à une production en chaîne. On passe du statut d'artisan pur et de production à partir d'un savoir-faire et de l'unicité d'un objet à une production standardisée sur une grande chaîne. Un des premiers exemples que vous connaissez certainement tous, c'est la chaise Tonnet. Alors, l'inventivité qui réside dans cette chaise, c'est d'une part la technologie, l'artisanat qui a permis de plier du bois plein dans ces formes-là, sans avoir donc à fabriquer autrement qu'en bois. Et par ailleurs, Tonnet a réussi à l'optimiser et à l'adapter à des chaînes de production et ensuite à pouvoir l'assembler toujours sur les mêmes chaînes. Donc il a divisé l'objet en plein de petites parties qui étaient fabricables sur les unités, puis ensuite les a réassemblées pour pouvoir les distribuer au plus grand nombre en respectant des contraintes de coût, de matériaux, d'utilisation. Alors bon, ça a fait son cheminement et au début du 19e siècle, à force de faire des petits, les penseurs de l'époque se sont un peu attablés sur le sujet et ça a notamment inspiré pas mal d'artistes qui se sont emparés des questionnements justement de design, qu'est-ce que c'est par rapport à l'art, à l'artisanat et par rapport à l'humain. Alors justement, il y a l'exemple du Bauhaus, c'est pas un exemple anodin, le Bauhaus a vraiment écrit les lignes du design telles qu'on le connaît aujourd'hui. Toute une partie de l'héritage qu'on a actuellement vient directement de là, à travers ce qui a été produit pendant la période d'activité de l'école, qui était assez courte, c'était à peu près un peu moins de 15 ans, c'était 19 à 33, et puisque les gens issus du Bauhaus ont essaimé par la suite. Alors, le Bauhaus, ça a réuni des philosophes, des plasticiens, des artistes et des artisans aussi, qui se sont tous appliqués à poser le même questionnement qu'on pourrait avoir pour une œuvre d'art, mais pour un objet, à savoir qu'est-ce que le sens et qu'est-ce qui valide l'existence d'un objet. Donc, on retrouve dans l'école, d'un côté, les défendeurs d'un artisanat pur, qui sont des personnes qui valorisent la transmission d'un savoir et l'unicité d'un objet, et donc la transmission d'une technologie à travers les différentes générations. Et d'un autre côté, on a les défenseurs d'une production à grande échelle, avec une réelle pensée presque socialiste à ce niveau-là, qui était pouvoir équiper un maximum d'environnement pour la masse,
en utilisant le savoir et la vision qu'ils avaient pour la réadapter sur des chaînes de production. C'est exactement ce qu'a fait Tonnet pour ces objets, sauf qu'eux, ils ont insufflé toute une part philosophique et idéologique forte, tellement forte que ça a déplu au régime en place qui a un peu forcé la dissolution de l'école en 1933. Un exemple de la doctrine promue par l'école, ce serait notamment ces chaises-là, que vous avez tous vues dans des halls d'hôtel, ou pour les plus chanceux, peut-être que vous en avez chez vous. Aujourd'hui, ça coûte une fortune, c'est des pièces de collection. À l'époque, c'était un petit bijou d'innovation, dans le sens où on donnait un confort bourgeois, à savoir le fauteuil, au plus grand nombre, puisque ça a équipé le nouveau bâtiment du Bauhaus, qui a été construit à faible coût. Le but était de pouvoir ensuite le distribuer au sein des élèves, ou potentiellement ensuite un plus grand nombre. Ça vaut pas grand-chose à faire. Bon, là, c'est une photo avec des assises en cuir, donc ça, c'est plus coûteux. Initialement, c'était en toile, ça valait rien. Breuer, qui a dessiné ça, a réfléchi en effet à toute une partie idéologique, mais aussi, il s'est inspiré d'une innovation de l'usine du coin, qui produisait des tiges métalliques. Et cette usine venait de réussir à créer donc des profilés, pas des profilés, des tubes métalliques, sans avoir une trace de soudure au milieu. Et alors ça permettait du coup de pouvoir plier le métal d'une manière tout à fait nouvelle. Et donc il s'est dit, très bien, on va ramener l'objet à ses fondamentaux, j'ai besoin de m'asseoir, j'ai besoin de pouvoir poser mes bras, donc on va donner la forme, et ensuite on utilisera ce qu'on a de moins cher pour pouvoir soutenir les gens, en l'occurrence la toile. Bon, alors, de là à dire que le design c'est complètement humaniste, ce serait un peu faux. Et l'après-guerre nous le dit bien. Bon, il y a eu une pause pendant une certaine période, et ensuite ça a été l'effervescence pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est qu'il y avait un véritable effort de reconstruction et de réappropriation de l'environnement après-guerre. Et la deuxième, c'est que les designers se retrouvaient dans un terrain de jeu grandeur nature où ils disposaient de quantités de nouveaux matériaux mis au point pendant la guerre. Les polystyrènes, les plexiglas, la fibre de verre, tous ces trucs qui n'existaient pas avant et qui avaient été mis en place sur des chaînes. Donc ils se retrouvaient avec, c'est comme un enfant devant des crayons de couleur, quoi. Ils découvrent un nouveau truc et on pouvait tout explorer. Et grâce à ça, ou malgré eux, ils ont quand même très très largement alimenté par la suite les codes de la société de consommation, en l'alimentant avec quantité d'objets, etc. C'est notamment ce qu'on connaît, ce dont on a hérité des années 50, où là, le design donne vraiment accès à un environnement sur mesure pour tout le monde, que ce soit dans les sphères privées, avec l'adaptation des habitations, ou dans les sphères publiques avec l'adaptation des bâtiments publics, des avions, des trains, toutes ces choses qui ont été intégralement repensées au profit d'un consommateur et pas uniquement pour la technologie. Par exemple, les trains qui ont été conçus à l'époque n'étaient pas uniquement pour véhiculer une personne d'un point A à un point B. Le but, c'était de le faire voyager correctement et d'adapter tout l'habitat à l'intérieur pour le faire se sentir bien, pour le faire consommer, pour le faire racheter. À l'époque, bon nombre de designers se sont improvisés consultants pour des grandes entreprises, leur permettant de définir à la fois leur image de marque, leur ligne esthétique et directrice. Je pense notamment à Braun ou à American Airlines ou même à IBM. Il y a en même temps deux philosophies qui s'opposent complètement. C'est à droite Raymond Lévy qui, lui, prône un esthétisme pur, quitte à presque éventuellement oublier un peu la fonctionnalité ou la praticité d'un objet, et qui réussit à convaincre les grands groupes que l'esthétisme prime sur la fonction et que c'est ce qui permettra de rencontrer son consommateur et donc de vendre. C'est l'ère du gadget, de l'objet très esthétique. Alors quand je dis gadget, c'est un peu vite dit parce qu'il a aussi travaillé sur beaucoup de voitures, etc. Mais en tout cas, l'esthétisme prime. Opposé à lui, il y a Henri Dreyfus, pour le coup, qui défend une fonctionnalité et une praticité de l'objet, quitte à pas trop se soucier de l'esthétisme. Donc ce téléphone-là, bon, il a un certain style, mais à l'époque, c'était quand même pas franchement un cadre de beauté. En revanche, techniquement, c'est très bien pensé. Il utilisait les nouvelles capacités d'injecter du plastique dans les moules
qui donnait des pièces extrêmement solides pour pouvoir faire un téléphone qu'on pouvait déplacer dans la maison. C'est tout nouveau qu'on puisse le tenir à la main et qu'on puisse bouger. Donc il a repensé la mobilité au sein même de l'habitat. Un designer, enfin un couple de designers qu'on connaît bien, lui a réussi à tirer son épingle du jeu en tirant le meilleur des deux mondes de de ces deux théories. Pour ce couple-là, donc le couple IM, c'était de rendre le meilleur accessible au plus grand nombre. Et ils ont notamment mis au point cette chaise, la chaise rare, qu'aujourd'hui on voit rééditée en quantité et plus du tout dans le même matériau qu'initialement. Alors l'histoire de cette chaise, c'est qu'un concours organisé dans le cadre du MoMA demandait à des designers de réfléchir sur du mobilier ergonomique et pourtant très peu cher à produire. À savoir faire du beau et du pratique, mais à très faible coût. Et le couple IMS avait travaillé différents matériaux sur lesquels ils n'avaient pas eu de bons résultats, jusqu'à s'arrêter un instant sur la fibre. Et ils ont mis au point une assise utilisant les caractéristiques de la fibre, à savoir solidité et souplesse, de manière à ce que ça reste confortable comme une assise en coussin, par exemple, qui est à votre gauche, à votre droite. Et qui permettait en même temps d'être moulé très rapidement et ensuite d'être stocké en prenant très peu de place, puisqu'en réalité le piétement était désolidarisé de l'assise et du coup on pouvait juste empiler les assises qui permettaient de faire des économies de stockage, des économies de transport et du coup ça permettait aussi, à grande échelle, beaucoup d'économies. Par ailleurs, ils ont conçu toute une série de piétements. Donc là, il y a celui en métal, mais il y avait un piétement rocking chair, il y en avait un en bois, etc. Ils avaient tous la même fixation au pied de l'assise et ça permettait de le changer en fonction de ce qu'on voulait en faire et du coup de l'utilisation qu'on aurait de cette chaise. Bon, là, je vous parle entre la chaise Vassili ou la chaise rare, je vous parle de design un peu emblématique que vous connaissez tous, que vous avez tous déjà vu, mais en réalité, il y a quantité d'autres innovations qui peuplent notre quotidien et qui ont révolutionné à leur échelle des éléments de la vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle des humbles chefs-d'œuvre. En tout cas, la formulation n'est pas de moi, elle n'est pas là, Antonelli. Et elle explique que toutes ces petites choses de notre quotidien nous ont complètement transformés. Alors, par exemple, il y a le coton-tige qui a été créé en 29. À l'époque, c'était en bois, il a été mis en plastique après, mais c'était déjà un bon exemple d'une approche de design, observation d'un besoin, résolution d'un problème, proposition d'une solution. Il y a aussi le Tupperware, là c'était en 49, qui utilisait à la fois la capacité de mouler des matières plastiques et l'inventivité d'un couvercle aspirant. Il y a le code barre en 48 qui a révolutionné la manière de gérer les stocks et permis de considérablement étendre la taille des aires de stockage et la gestion des grands magasins. Il y a la bouteille de soja. Alors, outre sa forme reconnaissable, c'est un petit bijou de technologie parce que la grosse question était comment on ne se verse pas de la sauce soja partout sur les mains, sachant qu'elle a une viscosité très faible. Et bien en fait, le designer qui a travaillé là-dessus, dont j'ai complètement oublié le nom, a travaillé sur cette petite ouverture en triangle avec le rond qui permettait de laisser goûter suffisamment de produit, enfin je ne sais pas si vous voyez, quand vous versez, en fait, le produit part un peu plus loin que la bouteille, retombe pas dessus, donc on ne s'en met pas plein les doigts, on n'en met pas plein la bouteille et on n'en met pas plein la table. Donc c'est un succès d'estime pour la marque, un succès pour l'utilisateur, à tel point que le design n'a jamais été remis en question depuis sa création, qui était en 61. Alors, bon, je ne vous montre pas ces objets par hasard. Ces 4 petits objets-là, ils ont en commun 2 choses très importantes. La première, c'est qu'un bon design, une bonne conception, n'a pas besoin d'être remise en question, ni d'être refabriqué différemment si l'environnement ne subit pas une transformation radicale. Bon, depuis 1929 et le premier coton-tige, nos oreilles n'ont pas changé. Il n'y a pas besoin de remplacer, d'innover, mis à part le bois. On avait peur qu'il se casse et que ça mette des échardes, ça a été mis en plastique, mais à part ça, c'est bien conçu, on n'en change pas. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de petite innovation. Toute innovation produit une révolution totale dans la perspective dans laquelle elle se trouve. Après cette digression, je repasse à mon histoire et à l'évolution du design. On arrive à la fin des 30 Glorieuses. Et c'est les années 70, c'est le début du questionnement. Potentiellement les premières idées d'écologie
Et là, les designers de l'époque se mettent à remettre complètement en question le fonctionnalisme et la consommation orchestrée par le milieu du design et s'interrogent sur le sens de leur métier et se retrouvent finalement à complètement remonter le temps et revenir aux théories du Bauhaus, à savoir on remet l'humain au centre, on se demande, on remet la question du sens et de la praticité au centre même de la réflexion. Alors, plusieurs groupes se sont formés et ils sont tous partisans de ce qu'on appelle apparemment à l'époque le design alternatif. Je ne suis pas très d'accord avec cette appellation parce qu'en fait, c'est supposé être le sens même du design. Et alors, je vous lis un petit extrait de Natalini qui était un des fondateurs et co-signataires d'un mouvement pour ce design alternatif et qui dit « Si le design est plutôt une incitation à consommer, alors nous devons rejeter le design jusqu'à ce que tout acte de design ait pour but de rencontrer les besoins primordiaux. D'ici là, le design doit disparaître. Nous pouvons vivre sans design. » Bon, il y a beaucoup de fois le mot design. Mais ce qu'elle dit là, et qui est intéressant, elle remet en perspective les 3 éléments dont je vous parlais au début, à savoir est-ce que c'est de la pensée, est-ce que c'est de l'inventivité, de la technique, est-ce que c'est de l'esthétique. Et elle dit c'est aucun des 3. Il faut juste pouvoir répondre à la première question, pourquoi, et ensuite on verra le reste. Bon. Donc, passé ces années de recherche, le design a étendu ses applications et s'est trouvé un nouveau terrain de jeu à la faveur de la révolution numérique, puisque là, tout d'un coup, on se retrouve à devoir explorer non pas un environnement qui change, mais un tout nouvel environnement, un environnement numérique et donc pas tangible, et on vit avec. C'est comme si j'avais un voisin invisible et qui passe son temps à venir et à ressortir de mon environnement à moi. Donc ça veut dire qu'il faut réécrire tous les codes, tous les besoins, tous les usages, toutes les projections qu'on peut avoir, tout même l'émotion qui peut être générée parce qu'on se retrouve tout d'un coup à pouvoir être ému par quelque chose qui concrètement n'existe pas. Et alors là, ça demande de sérieusement revisiter les manières de travailler et les manières de produire. Parallèlement à ça, il y a aussi une petite révolution pour les designers dans les outils de production, à savoir de CAO et de FAO, donc tous les logiciels qui permettent la conception assistée. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on se dirige plutôt vers... bon, là, c'est une photo ancienne, mais à l'époque, déjà, on imaginait les voitures autonomes. On se retrouve vers une démarche bien plus globale en termes de design, à savoir... puisque tous nos objets commencent à devenir interdépendants, puisque nos services et nos systèmes sont intercommunicants via justement cet environnement venu de rien qu'on a créé, on se doit de pouvoir concevoir des services et des produits en pensant l'entièreté de la chaîne, si on y arrive en tout cas, dès le départ. Il faut pouvoir maîtriser la façon dont on conçoit, la façon dont on produit, le cycle de vie de l'objet, le cycle de mort de l'objet, le recyclage. Il faut pouvoir anticiper la manière dont les utilisateurs vont se l'approprier d'un point de vue personnel et d'un point de vue collectif, pour 2 raisons. Premièrement, déjouer les dangers éventuels de ce qu'on aurait pu concevoir et qui va nous dépasser, puisque maintenant c'est l'intelligence du monde qui est mise à profit sur tous les projets numériques qu'on peut publier. Et puis aussi être capable de suivre les besoins pour les surprendre, sans quoi il n'y a plus d'innovation. Donc, alors que toutes ces innovations nous interrogent sur des questions essentiellement actuellement écologiques, mais aussi éthiques, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je pense vraiment par exemple à la smart car et le dernier débat qui est qui est-ce que je tue, le conducteur ou la personne qui traverse? C'est vraiment une question, certes politique en termes de loi, mais aussi éthique. Et ça correspond à chacun de nous, et en l'occurrence au designer qui va travailler sur le sujet. Mais le designer va être aussi amené à travailler sur, on voit pas très bien, sur les interfaces. C'est le nouveau challenge, l'interface, l'utilisation des choses. Alors là, c'est une image issue de la promotion de HoloLens par Microsoft. C'est les nouvelles lunettes de réalité mixte, qui nous promettent de voir des baleines dans des stades, qui nous promettent beaucoup de choses, qui nous promettent d'avoir des interfaces qu'on pourrait avoir dans Iron Man, avec, on sent l'hologramme, on le voit, on le conçoit, pour pouvoir ressortir les outils de création de l'écran et de la 2D dans lesquels on les a enfermés, pour le retransmettre dans notre environnement à nous, de manière à mettre les services dans l'environnement de chacun. Bref, je m'étends, mais tout ça pour dire que le design là, se retrouve aujourd'hui confronté à une
toute nouvelle révolution, un tout nouvel environnement, face à notre environnement humain qui change, qui va énormément changer pendant les 10, 15, 20 prochaines années, sur lesquelles ils ont vraiment un rôle à jouer au sein des entreprises qui vont les créer. Voilà, j'ai fini. Du coup, je laisse la parole à Jonathan de Pulse et Pulp qui va vous parler du design inclusif, donc le design pour tous. Donc, bonjour à tous. Déjà, avant de parler de design inclusif, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est notre agence pour vous situer un petit peu le positionnement. Donc, Pulse et Pulp, c'est une agence de design industriel qui a été créée il y a de ça maintenant 4 ans, à la base dédiée au design art de la table. Et aujourd'hui, on s'est diversifié dans 4 univers bien différents, qui sont le packaging agroalimentaire, le design produit industriel, la micro-architecture et l'aménagement d'espace, avec une équipe composée d'un pôle marketing et commercial et une équipe création et technique. Donc notre spécialité, c'est le design inclusif. Le design inclusif, en fait, c'est partir des problématiques des personnes à mobilité réduite pour l'appliquer à la conception produit et en apporter en fait les bienfaits en termes d'usage. D'abord, pour essayer de situer en fait le design inclusif, il est important de savoir qu'est-ce qu'une personne à mobilité réduite. Ce n'est pas seulement une personne qui est en fauteuil roulant, mais ça peut être beaucoup d'autres cas. Si on prend les causes pour amener une personne en difficulté, on peut avoir beaucoup de problématiques présentes. Ça peut être un accès à un bâtiment, une traversée d'une voirie, un simple trottoir. Ça peut être aussi une différence de langage entre un chinois et un français pour lire des panneaux. Toutes ces causes vont nous apporter des conséquences qui vont soit amener une pénibilité en atteinte physique, soit une impossibilité et qui amène sur une atteinte morale. Donc par rapport à ce qu'est une personne à mobilité réduite, ça peut être aussi bien évidemment tout ce qui est handicap moteur physique, mais ça peut être une personne senior due à son âge qui peut pousser vers des différentes problématiques de mobilité. Une personne incontinente, tout simplement. Une personne incontinente va avoir plus de difficultés pour se déplacer dans un environnement si vous n'avez pas de toilette publique proche. Une femme enceinte qui va avoir des difficultés pour se baisser, par exemple, ou aussi pour toute mobilité. Un parent avec une poussette, puisque une poussette, on va avoir les mêmes problématiques qu'une personne en fauteuil roulant. Il faut réussir à passer les trottoirs ou autres. Et du coup, par extension à la poussette, vous avez aussi tout ce qui est livreur. Les enfants, les bébés avec la différence de taille, les personnes corpulentes, de petite ou de grande taille, bref, vous avez beaucoup de personnes qui peuvent être positionnées comme personnes à mobilité réduite, que ce soit de manière continue ou de manière éphémère. Et comme je disais tout à l'heure, une personne qui parle une langue étrangère comme un chinois ou un japonais qui arrive en France va se retrouver en personne à mobilité réduite dans son déplacement, par exemple sur Paris ou autre. En vient donc ce qu'est le design inclusif. Il faut bien différencier l'intégration de l'inclusion. Le design inclusif, c'est justement penser le produit d'une manière universelle pour qu'il s'adapte à l'environnement de l'individu et à ses interactions. Donc l'inclusion, c'est vraiment aller au-delà de l'intégration et en fait prendre en compte ces problématiques pour prendre en compte ces problématiques et les appliquer pour que l'individu soit totalement inclus dans la société. Au contraire de l'intégration où on va l'accepter, mais pour autant pas faire de modifications. L'intérêt du design inclusif, c'est en fait d'être une sorte de plongeur scaphandrier. Si on prend l'exemple de cet iceberg-là, quand vous êtes un consommateur et que vous avez des attentes produits, vous avez des besoins qui sont explicites, mais aussi des besoins implicites et des besoins latents. Et en fait, faire du design inclusif, c'est être le scaphandrier qui va aller tout au fond de l'iceberg, dans la partie immergée, et d'identifier en fait toutes les problématiques qu'une personne à mobilité réduite va avoir, en termes de préhension, en termes d'usage, en termes d'ergonomie et autres. Et en fait, si vous relevez tous ces points d'usage qui sont spécifiques à des personnes aveugles, à des personnes seniors ou autres, et que vous les repensez d'une manière esthétique et ergonomique, vous allez ensuite
répondent aux besoins implicites et latents de la personne qu'on peut qualifier de totalement valide. L'intérêt du design inclusif, donc, c'est s'engager aussi bien sociétalement que socialement dans un monde qui est en perpétuelle évolution, dans le sens où aujourd'hui les personnes seniors sont de plus en plus importantes. Il faut prendre en compte justement leurs problématiques d'usage, mais en même temps, dû au vieillissement de la population et dû aussi au recul du premier enfant pour les femmes, vous avez aussi une recrudescence de tout ce qui est maladie infantile et par exemple tout simplement une trisomie 21 qui est de plus en plus récurrente, puisqu'en fait on augmente les risques de trisomie 21 à partir de 30 ans. Et du coup, on va de plus en plus sur des sociétés qui vont avoir des problématiques de personnes à mobilité réduite divers et variées. Le design inclusif, l'autre intérêt, c'est qu'on va sur un produit qui est durable, dans le sens où il va pouvoir vous accompagner tout au long de votre vie. Que vous ayez un enfant, que vous ayez un handicap, par exemple un bras dans le plâtre ou autre, le produit va potentiellement pouvoir vous accompagner jusqu'au bout. Comme je disais, au niveau des personnes à mobilité réduite, en 2013, on est à peu près à 40% de la population, avec 23% de seniors, 10% de déficients explicites, et puis après une dizaine de pourcents pour les enfants de moins de 10 ans. En 2030, on sera à près de 50%. Et je parle bien de personnes à mobilité réduite qui sont de manière durable. Tout ce qui est personnes à mobilité réduite de manière éphémère, donc un étranger, une personne qui va avoir un bras dans le plâtre ou autre, là on passe en fait à 100% puisque tout le monde va avoir une problématique X ou Y à un moment donné, tomber enceinte, avoir tout simplement un bras dans le plâtre ou autre, comme je le disais. Et du coup, il faut réussir à penser le produit de manière la plus optimale pour ces consommateurs qui sont différents des années antérieures. Pour donner quelques exemples d'intérêt pour le design inclusif, là j'ai deux produits qui sont donc une paire de ciseaux et une télécommande. À votre avis, quel est leur intérêt et quel est leur point commun? Pardon? Alors, en dehors de ça? En dehors de quoi? En dehors du fait que c'est pour les droitiers? Ou... Dans ce point public spécifique au départ, par exemple, les personnes en fauteuil à l'hôpital, par exemple. Exactement, c'est ça. Pas en fauteuil, en lit. Ouais. La télécommande, en fait, sa création vient justement des hôpitaux où on s'est rendu compte, tout simplement, que quand on avait la télé, on ne pouvait absolument pas changer de chaîne quand on était alité. D'où la création de la télécommande. Aujourd'hui, cette télécommande, on la retrouve dans n'importe quel foyer, qu'on soit de n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, supérieure ou inférieure, et qu'on soit dans l'environnement professionnel ou particulier. La paire de ciseaux, c'est la même chose. Là, en fait, c'est une paire de ciseaux à anneaux asymétriques, donc un grand anneau et un petit anneau, qu'aujourd'hui on retrouve pareil partout, aussi bien dans les cuisines qu'au sein de la trousse de l'écolier ou autre. Et auparavant, vous aviez en fait des anneaux symétriques, donc deux petits anneaux similaires. Et donc cette paire de ciseaux à anneaux asymétriques, elle a été pensée à la base pour les personnes qui étaient atteintes d'arthrite. Et aujourd'hui, donc, on trouve son intérêt dans l'usage, en partant de ces problématiques handicap. Donc voilà, comme je l'expliquais. Autre petit exemple, à votre avis, dans votre smartphone, qu'est-ce que vous avez comme application, comme système technologique qui peut avoir un intérêt et qui a pu être pensé à la base pour des problématiques handicap? Ouais, par exemple, le vibreur. Pardon? Exactement, ouais. Vous avez plusieurs technologies en fait qui ont été développées dès le début des années 80-90 dans les centres de rééducation et autres. Vous avez donc les alertes non sonores, c'est-à-dire donc le vibreur ou les alertes visuelles. Vous avez la dictée vocale qui était donc dès le début des années 90 utilisée dans les centres de rééducation pour les personnes qui étaient incapables de pouvoir taper à l'ordinateur. Vous avez le prédicteur de mots pour justement moins se fatiguer aussi. Vous avez le contrôle vocal et enfin l'eye tracking. L'eye tracking qui est aujourd'hui utilisé au niveau du marketing pour positionner le hangar des yeux. Ça, c'était utilisé pour les personnes qui étaient, et c'est toujours utilisé,
pour les personnes qui sont complètement paralysées de manière totale et qui ne peuvent plus que bouger les yeux, et du coup qui peuvent contrôler leur ordinateur simplement par le regard. Et aujourd'hui, donc, ces différentes technologies, on les a de manière totalement courante dans nos smartphones, sans savoir un seul instant et sans penser un seul instant qu'à la base, c'était des technologies dédiées au handicap. Jusqu'où on peut aller dans le design inclusif, on peut même aller jusque dans la nourriture. Donc là, vous avez un petit bœuf bourguignon. Et en fait, on va aller dans la finger food, où vous avez des personnes âgées qui ont des problématiques de déglutition, ou aussi de prise en main. Et vous avez aussi les personnes atteintes de démences diverses et variées qui peuvent avoir des difficultés pour reconnaître, par exemple, une fourchette ou un couteau. Et du coup, quand vous ne reconnaissez pas la fourchette ou le couteau, il faut que vous vous nourrissiez quand même. D'où ce qu'on appelle la finger food, c'est-à-dire prendre l'aliment par les mains, mais tout en valorisant la personne et en retrouvant les goûts du bœuf bourguignon. Donc à droite, vous avez, à votre gauche, vous avez donc le fameux bœuf bourguignon qui a été repensé de manière design inclusif, où on retrouve les mêmes aspects gustatifs et aussi une facilité de préhension du produit. Et vous êtes de plus en plus de maisons de retraite qui sont en train d'appliquer ce concept-là de la finger food pour justement leurs patients, pour leurs résidents, pardon. À votre droite, là, par contre, vous avez en fait la tarte tatin qui est revisitée de différentes manières. Donc vous avez la tarte tatin avec, à votre gauche, avec une consistance bien spécifique par rapport aux personnes qui vont avoir des difficultés pour tout ce qui est déglutition de produits plus ou moins liquides. En bas, vous avez la tarte tatin classique. À votre droite, là, vous avez une tarte tatin qui a été repensée pour avoir une meilleure préhension pour des personnes qui vont avoir des problématiques de préhension. Et en haut, là, vous avez en fait une tarte tatin qui est dans une version totalement liquide pour les personnes qui ne peuvent pas mâcher. Et en fait, si on regarde bien la tarte tatin du bas et les trois tartes tatin de gauche, de droite et de haut, pour moi, les plus esthétiques sont celles de gauche, de droite et de haut. Et non pas la toute première, qui est l'originale. Et on peut aller jusque dans les arts de la table. Donc là, c'était un développement spécifique à notre agence, où en fait, on a essayé de repenser le pichet pour qu'il soit utilisable par n'importe quel consommateur et en même temps valorisant. Quand vous prenez le pichet de manière classique, donc par séance, vous allez en fait forcer le poignet qui est la zone fragile. Et du coup, des personnes âgées vont avoir des difficultés pour l'utiliser de manière efficiente. Un enfant, lui, va avoir des difficultés pour pouvoir le porter facilement. Donc là, en fait, on a pensé un pichet avec un double pied. Vous glissez votre bras dans le tunnel et tout le poids du pichet se concentre en fait sur l'avant-bras qui est la zone forte. Et du coup, un enfant va pouvoir découvrir son autonomie plus tôt et pouvoir se servir de l'eau plus facilement. Une personne âgée, elle, va pouvoir retrouver de l'autonomie, par exemple. Et voilà. Donc voilà jusqu'où on peut aller dans le design inclusif. C'est vraiment de se dire que si on pense bien le produit et en prenant en compte les problématiques qu'on pourrait penser être des problématiques de niche, on peut se rendre compte qu'on peut réussir à développer des produits qui vont être valorisants pour tous et qui vont apporter un usage performant pour n'importe quel consommateur. Replacer un peu le designer dans l'entreprise, voir comment on peut intégrer le design dans l'entreprise et comment l'intégrer aussi à vos process d'innovation. Donc pour ça, Chloé et moi, donc Chloé Payot qui est designer interactive et moi-même qui suis consultante en innovation par le design, on va d'abord vous démontrer en fait ce qu'est le design thinking, donc la pensée design, comment on l'intègre, ce qui est ensuite comment elle est perçue en France. On regardera comment on met le design au service de l'innovation. On fera le focus sur quelques groupes français qui utilisent aujourd'hui le design dans leur processus d'innovation. Et on fera aussi le focus sur 2 agences d'innovation spécialisées en stratégie d'innovation par le design. On regardera les clés du succès justement de comment réussir son processus d'innovation grâce au design. Et enfin, on fera une petite aparté sur le Suricats Lab, qui est l'un des projets 2017 de Suricats Consulting.
Bonjour, alors moi je vais vous essayer de définir avec vous ce qu'est le design thinking. Déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu parler du terme de design thinking? Jamais? Bon, bah alors, très bien. On va commencer par la définition et on va commencer par l'origine du terme design thinking. Alors, on estime que le concept de design thinking est né en 1969 avec Herbert Simon. Donc, Herbert Simon, c'est un prix Nobel d'économie. C'est un des pionniers de l'intelligence artificielle aux États-Unis et c'est aussi un sociologue. Et Herbert Simon, à cette époque, parle du design, donc le design que vous a présenté Alban, et il estime que le design, c'est une activité qui permet de résoudre des problèmes à travers certaines méthodologies et certains outils créatifs. Ensuite, le vrai terme design thinking, la première fois qu'il apparaît, c'est dans les années 1990 avec David McKelley. Donc David McKelley, c'est l'un des fondateurs d'IDEO. Donc IDEO, c'est la grande agence référente du design thinking dans le monde. C'est ceux qui l'ont inventé, ceux qui ont vraiment lancé le business model du design thinking. Ça reste aujourd'hui les gens qui sortent les manifestes et les références sur la théorie du design thinking. Et ce qui s'est passé, c'est que IDEO, c'est d'abord une entreprise de design. Donc ils sont notamment connus pour avoir fait la première souris blanche d'Apple, celle avec la petite bille que vous avez sûrement tous déjà vue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les clients d'IDEO, ils ont commencé à leur dire, bon, bah, vos offres produits, c'est sympa, mais nous, ce qui nous intéresse, nous, ce qu'on observe, c'est qu'à l'intérieur de votre entreprise, vous avez des méthodes créatives qui sont super intéressantes, qui apportent vachement d'innovation et qui transforment en fait la manière de penser et de résoudre les problèmes. Et nous, c'est ça qu'on veut savoir. Donc, IDEO, ils ont décidé de partager ces connaissances. Ils ont commencé à coder les règles du design thinking. Ils en ont fait des méthodes et ils ont commencé à les enseigner dans les universités de Stanford depuis les années 90 aux États-Unis. Donc pour bien comprendre, il y a 3 niveaux de compréhension du design thinking. Premier niveau, le design thinking, c'est la manière dont pense le designer. En fait, c'est a way of thinking au départ. Donc la manière dont pense le designer, c'est comment lui-même, tout seul, il résout un problème de conception par rapport à son produit. Deuxième niveau, le design thinking est théorisé. C'est une méthode avec des exercices, c'est une méthode codée avec des solutions particulières, des méthodes de créativité particulières et des outils qui sont définis. Et troisième niveau, c'est le niveau dans lequel on est actuellement, le design thinking s'émancipe et en fait, au lieu de rester appliqué aux agences de design, il se développe dans toutes les autres agences possibles, du business, du marketing, du commercial, de la communication, et on parle de design thinking et on applique le design thinking dans d'autres domaines que ceux du design. Donc on a compris, le design thinking, ça nous vient des États-Unis. Et en France, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il faut reconnaître, c'est vrai qu'en fait on a quelques décennies de retard, parce que vous voyez que le design thinking, c'est presque devenu commun pour les États-Unis à partir des années 90. Pour nous, ça commence tout juste à rentrer dans la philosophie des entreprises. Donc, Alban l'a un peu dit, le design, il y a un problème un peu des fois c'est mal compris au niveau du terme même du design. Les gens vont en parler pour l'esthétique d'un produit, son originalité. Ils vont en parler un petit peu pour parler de son aspect pratique, de son ergonomie. Mais ils vont très rarement utiliser le terme design pour parler de l'innovation d'usage d'un produit. Parce que l'innovation, c'est l'usage. En France, on est très soutenu par les pouvoirs publics pour des innovations dites technologiques ou techniques, mais encore trop peu pour des innovations d'usage. Et ça, c'est très spécifique à la France, parce que rien qu'en Allemagne, dans les années 2000, les 3/4 des entreprises innovaient et proposaient des solutions qui étaient des innovations d'usage, et pas des innovations dites technologiques. Donc pour vous expliquer avec un exemple, une innovation d'usage, qu'est-ce que c'est? Blablacar, par exemple, l'une des licornes des sociétés françaises. Blablacar, ils n'ont pas inventé la voiture, ils n'ont pas inventé même le système de covoiturage, mais ils ont repensé l'expérience d'une personne qui utilisait du covoiturage. Ils ont mis des systèmes, des services à disposition des voyageurs et des conducteurs pour faciliter le comportement du covoiturage, et ils ont développé en fait un nouveau phénomène, ils ont facilité, ils ont développé un comportement, et ils ont eu un impact même sur la société. En contre-exemple,
Donc en contre-exemple, là on a un usage qui a été fait sur une innovation d'usage donc, et qui est centrée sur l'utilisateur, sur l'expérience de l'utilisateur. En contre-exemple, je peux vous parler de Nintendo et de Mattel, qui en 1989 ont créé une innovation technologique, mais qui n'a pas du tout rencontré son usage à l'époque. Ils avaient créé le Power Glove. Le Power Glove, c'était concrètement un gant manette qui permettait d'animer les personnages et les objets des jeux vidéo en les connectés à la console avec la main. Donc concrètement, c'est la Wii, sauf qu'en fait, c'est né il y a 27 ans. Sauf qu'à cette époque, ça a été un flop total, parce que même si technologiquement, ce n'était pas parfait, c'est surtout au niveau de l'usage que ça a pêché, parce que les joueurs n'avaient pas du tout encore développé ce genre de... les jeux n'étaient pas adaptés, les joueurs n'en étaient pas à ce niveau-là, et le marché n'était pas du tout prêt pour ce type d'usage et de contrôle innovant. Il a fallu attendre 17 ans, et la sortie de la Wii en 2006, pour que cet usage rencontre enfin son succès avec la technologie. Mais en France, les choses changent. Et depuis 2014, par exemple, BPI France soutient et finance des productions d'innovation autres que d'innovation technologique ou technique. Et donc, on commence vraiment à valoriser l'innovation par l'usage. Donc maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment le design thinking, au sein d'un processus d'innovation, va aider à porter cette innovation plus loin et à toujours rester centré sur l'utilisateur. Donc concrètement, sur ce côté-là, vous avez les processus d'innovation plutôt classiques d'entreprise. Je ne fais pas des généralités parce que je ne connais pas toutes les entreprises, mais le fait est qu'il y a cette partie de développement qui est commune, et je l'ai expérimenté souvent dans mon travail aux grandes entreprises, et qui est le développement sous forme de tunnel. Donc un processus d'innovation classique, c'est une première réflexion bien posée sur la découverte, l'observation des opportunités, une étude de la cible, bien sûr, et la création d'un concept. Jusque-là, tout va bien, tout est bien fait, mais ensuite, souvent, on se lance dans le développement du concept pour seulement, à la fin, pouvoir faire les tests utilisateurs. Ce développement, c'est un tunnel, et ce tunnel, il est dangereux. Parce que ce tunnel, il est long, il est onéreux, et il ne permet pas d'erreur. Quand on arrive à la fin et que l'utilisateur peut tester l'objet, on ne peut pas revenir en arrière parce qu'on est allé dans un tunnel de développement qui était trop fort, et on est allé jusqu'au bout, presque jusqu'à un objet presque industrialisable. Avec le design thinking, on évite ce genre de risque. Parce que le design thinking va avoir une méthode itérative, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus fonctionner par petit prototypage et petite phase de test utilisateur, qu'on va en fait scinder cette longue phase de développement en petites étapes pour à chaque fois valider chaque idée qui est apportée sur le projet avec les utilisateurs. On reste vraiment centré sur l'utilisateur et on se permet comme ça d'ajuster le projet pendant son développement. Et ça évite de se retrouver à la sortie du produit, parce que parfois, et souvent même plutôt, les développements, c'est des process qui peuvent prendre presque 1 an de développement. Il arrive qu'à la sortie du produit, les technologies soient obsolètes, les usages ne soient plus d'actualité et que ce ne soit plus pertinent pour les utilisateurs. Avec un système qui implique ces méthodes de design thinking, qui va être un système itératif, on va éviter ce genre d'erreur. Donc concrètement, les bénéfices appliqués, c'est quoi? C'est cette démarche test and learn, où du coup, on va sans cesse faire l'effort d'aller et venir, de prendre du recul sur le projet, d'avoir à la fois une vue micro et une vue macro pour éviter d'avoir un peu la tête dans le guidon et de foncer droit sur une solution trop facile. On va éviter le tunnel et mieux maîtriser les risques en faisant des itérations fréquentes avec des tests utilisateurs et en passant par des prototypes. Et ainsi, on gère mieux les risques financiers, de temps de développement et d'investissement de la part des différents acteurs du projet au sein d'une entreprise. Ensuite, l'intérêt d'avoir un designer extérieur, parce que souvent le design thinking est un pôle extérieur à l'entreprise qui vient s'ajuster, ou en tout cas, ce n'est pas une personne métier directe dans l'entreprise, c'est une personne qui a une vue extérieure. L'intérêt, c'est que le designer il va avoir un rôle de médiateur. Son rôle, ça va être d'entendre et de comprendre les besoins des différents métiers d'une entreprise. Ça va être de jouer le communicant entre les prestataires et le client. Et ça va surtout être de toujours se centrer sur l'utilisateur.
le designer va toujours se dire, au fait, ah oui, le centre, c'est l'utilisateur final, il ne faut pas l'oublier. Parce que souvent, ça arrive, et ça arrive même au meilleur, on a une idée, on la développe, on se lance dedans, sauf qu'on oublie, au final, le destinataire. Donc, avec ce regard extérieur, on s'assure de la pertinence du projet qu'on va créer. Et ensuite, parce qu'un designer, c'est un petit peu aussi une sorte d'un ethnologue et de comportementaliste, le designer est au courant des comportements de la société, il est renseigné sur le sujet, il est averti des nouvelles tendances. Et aussi, il a la capacité, grâce à ses ateliers de créativité, grâce à ses méthodes de design thinking, de faire émerger l'innovation en travaillant en collaboration avec les métiers de l'entreprise. Et du coup, on s'assure de proposer des projets qui sont disruptifs et innovants. Voilà, Chloé vous a présenté un peu le côté théorique du design thinking, comment il s'applique dans les processus, comment on l'engage justement, on engage les métiers, les différentes parties prenantes, comment on va chercher les besoins. Et maintenant, je vais vous présenter en fait des groupes que vous côtoyez certainement quotidiennement, sauf peut-être, au moins 3 sur les 4. Et je vais vous raconter quelques histoires en fait d'innovation justement par le design. Donc il y a Danone avec son pot de yaourt Kiss, donc le dernier pot de yaourt qui est sorti, et ça a été un projet d'innovation justement par le design. Ils ont mené toute une étude justement, ils ont observé les mangeurs de yaourt et ils ont fait plusieurs constats. Des constats que certainement vous avez tous fait aujourd'hui en mangeant un yaourt, notamment le fait que quand on met sa cuillère dedans, on n'arrive jamais à racler tout le yaourt parce qu'il en reste toujours dans les coins. Deuxième chose, l'ouverture qui est censée être facile, qui n'est pas si facile que ça. Et puis, la dernière chose vis-à-vis de Danone, c'était le fait que la marque n'était pas tellement visible en fait, sur l'ensemble des marques filles. On ne reconnaissait pas la marque Danone. Et donc, à partir de là, ils ont innové en fait, sur un nouveau pot de yaourt, un nouveau design esthétique, et puis en même temps des nouvelles fonctionnalités. Donc, ils ont créé tout simplement un pot de yaourt avec un fond rond qui nous permettait cette fois une meilleure cuirabilité. Oui, on appelle ça comme ça. Buzzword de la soirée. Et puis, en fait, grâce avec la cuillère, on pouvait plus facilement racler et récupérer l'ensemble du yaourt dans le pot. Deuxième chose, une marque qui devient transversale, parce qu'en fait, la marque Danone, on retrouve en fait toute l'empreinte sur l'ensemble des yaourts, et on retrouve en fait chaque marque fille à sa couleur, mais garde le même pot. Et dernière chose par rapport aux ouvertures faciles, ils ont pensé cette fois au droitier et au gaucher, parce qu'ils ont installé en fait 2 angles d'ouverture sur le pot. Deuxième groupe, qui est un des groupes les plus innovants en France, c'est Decathlon, que vous connaissez bien entendu tous. La dernière innovation, on l'a vu cet été, c'était Easy Breath. Donc Easy Breath, c'est le dernier masque facial pour faire du snorkeling. Et donc en fait, ce qui s'est passé, pareil, ils ont fait une étude sur plusieurs plages, notamment au Brésil, en Chine et sur les plages d'Europe. Ils se sont rendus compte que c'était une activité sportive qui n'était pas si facile que ça. Et du coup, ils ont cherché à savoir pourquoi. Et pourquoi, quels sont les constats? C'est plusieurs choses. C'est qui n'a jamais eu de buée dans son masque, qui n'a jamais eu d'eau dans son tuba, et qui ne voit jamais rien quand on est sous l'eau, parce que justement, il y a le nez qui est positionné ici, et du coup, j'ai pas une vue à 180 degrés. Et dernière chose, non, j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. Et du coup, en fait, ils ont innové sur ce produit, justement, en faisant un masque totalement facial qui permet en fait une respiration complètement naturelle, parce que la respiration par la bouche n'est absolument pas naturelle et peut être compliquée justement pour les adeptes de la plongée. Deuxièmement, ils ont créé en fait un tuba qui se situe sur le haut, qui stoppe en fait l'arrivée d'eau, donc qui n'est plus gênant, on n'a plus d'eau dans la bouche ou justement qui gêne la respiration. Ils ont ensuite, le fait d'avoir le masque en entier nous permet d'avoir une vision à 180 degrés et donc de voir bien les petits poissons qui sont autour de nous. Et troisième chose, en fait, ils ont fait 2 systèmes de circulation de l'air, une pour l'expiration, une pour l'inspiration, qui va nous permettre en fait de limiter la buée à l'intérieur du masque. Donc comme je le disais, c'est un groupe qui innove vraiment très souvent et qui a en fait mis en place tout un studio de design qui s'intéresse aux usages et qui va toujours améliorer en fait les pratiques sportives. Vous connaissez tous aussi, je pense, le filet de ping-pong Rollnet qui nous permet de faire du ping-pong quand on veut, où on peut. Et bien sûr, la tente 2 secondes qui a fait un carton et qui nous permet de nous installer un peu où on veut et comme on veut. Troisième groupe, la SNCF. La SNCF aussi a mis du design dans ses innovations. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Ouibus. Donc le Ouibus, pareil, ils sont partis d'une étude en fait
dans plusieurs pays européens et ils se sont rendus compte, ils cherchaient à savoir en fait ce que les passagers, comment ils faisaient le choix d'un autocar plutôt qu'un autre pour faire un trajet. Et en fait, pourquoi ils choisissaient? D'une, parce que le besoin principal c'était la mobilité entre les différentes villes européennes, un tarif pas trop cher, parce qu'aujourd'hui économiquement c'est vrai qu'on est en crise, donc ça fait du bien de pouvoir se déplacer facilement. Et puis tout ce qui est confort, on va être confortable quand on se fait un trajet de 15 heures, c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'être dans un intérieur, dans un siège confortable. Et donc en fait, ils ont, eux, innové sur tout ce qui est confort émotionnel et confort physique. Le confort émotionnel parce qu'ils ont retravaillé toute l'expérience en fait de Ouibus, c'est-à-dire que le chauffeur n'est plus simple conducteur, mais réel capitaine. On l'appelle d'ailleurs le capitaine, donc on change vraiment toute la dimension de l'expérience. Il va aussi porter de l'attention à ses passagers et aussi donner de l'information en temps réel, chose qui à la base dans les cars en fait le chauffeur ne donnait pas vraiment d'informations et ne discutait pas avec ses passagers, donc ça devient un réel compagnon de voyage. Et deuxième chose, c'est le confort physique, donc parce qu'en fait ils ont revu tout l'intérieur des cars, ils les ont vraiment habilités, c'est-à-dire qu'on n'était plus vraiment serré avec pas de place pour les jambes, etc. Donc ils ont revu en fait les dimensions des sièges et ils ont permis aussi, usage d'aujourd'hui, tout ce qui est accès à Internet, donc il y a l'accès Wi-Fi et des prises électriques. Et enfin, un troisième groupe, Dassault Systèmes, donc un éditeur de logiciels de conception 3D, eux ils ont imaginé en fait tout un programme tout un programme 3D expérience en fait qui permet la création d'une plateforme, qui permet de réunir en fait des multimétiers dans une entreprise et qui va permettre d'imaginer en fait des univers virtuels, donc en 3D. Et en fait, ça a permis aux entreprises d'imaginer leurs expériences en 3D et de mettre d'accord toutes les parties prenantes sur ce qui va vraiment être imaginé. Notamment, un des exemples, c'est Häagen-Dazs. Quand ils ont changé en fait de levier stratégique, donc au début Häagen-Dazs c'était les pots de glace, le jour en fait où ils ont voulu sortir des glaces en bâtonnet, ils sont allés sur cette plateforme de Dassault Systèmes, ils ont mis toutes les parties prenantes de l'entreprise autour et ils ont créé en fait stratégiquement comment ils pouvaient s'implanter autour des autres marques de glace en bâtonnet pour comprendre la réaction vraiment des clients, pour voir comment ça interagissait avec les autres marques et comment justement bien gérer cette nouvelle implantation au sein des centres de distribution. Donc voilà, 4 groupes qui innovent aujourd'hui par le design, donc qui s'intéressent essentiellement aux usages, comme on l'a vu, parce qu'ils ont transformé les usages, ils ont amélioré les expériences des clients, et c'est tout ça un peu grâce au design. Maintenant, c'est les agences qui ont justement cette spécialité et qui sont essentiellement sur l'innovation par le design. Je vais vous en présenter deux, InProcess et User Studio. InProcess qui est l'une des plus connues d'ailleurs en France, qui est une agence d'innovation stratégique et qui a travaillé avec Carrefour pour imaginer en fait le chariot du futur. Donc c'est un projet qu'ils ont lancé ensemble. Et InProcess, pareil, est parti d'une étude ethnographique, est allé sur le terrain justement dans les magasins Carrefour et s'est rendu compte, a fait un constat que la population, quand elle venait de faire ses courses, les personnes, quand elles venaient, arrivaient toujours avec leur sac en fait, pour faire les courses. C'est-à-dire qu'ils n'achètent plus dans les magasins, le sac il est recyclable, on l'utilise, on le réutilise même pour tout, pas que pour faire des courses. Et du coup, c'est vraiment un objet qui fait partie de la vie quotidienne des personnes aujourd'hui. Et donc, ils se sont posé la question en se disant, et si on faisait en fait un chariot qui n'était plus qu'une plateforme pour positionner justement ces sacs, permettre justement et faciliter l'expérience pour faire les courses, c'est-à-dire le tri des aliments, le tri des achats qui vont être frais, pas frais, alimentaires, non alimentaires, qui va permettre de faciliter en fait le rangement dans le coffre et qui va permettre ensuite de ranger directement à la maison. Ensuite, deuxième agence qui est User Studio. User Studio, c'est une agence pareil de design stratégique. Eux, par contre, ils sont plus ciblés sur tout ce qui est les services, design de services. Et ils ont récemment travaillé avec la RATP pour réinventer le Pili. Est-ce que quelqu'un connaît le Pili dans cette salle? Non? Le Pili, en fait, c'était un outil qui était dans toutes les stations de métro, tout à fait, qui était en fait un outil très mécanique avec des petites loupiottes qui s'allumaient et les passagers, en fait, devaient allumer pour voir justement le trajet qu'ils allaient faire et quel métro ils devaient prendre. Voilà, ça vous revient.
Et en fait, du coup, la RATP a demandé donc, à User Studio d'adapter le pilier aux usages d'aujourd'hui. Donc les usages d'aujourd'hui, c'est notamment la digitalisation. Donc vraiment de recréer l'outil, de le digitaliser et de le numériser. Et donc pour faire ça, en fait, ils se sont intéressés aux personnes extrêmes, donc les fameuses personnes à mobilité réduite, justement. Donc là, notamment, c'était les malvoyants et les PMR. Et aussi les personnes qui n'utilisaient en fait ce genre de borne que 2 fois dans le séjour, donc les touristes, parce que justement ils ont besoin de se retrouver un peu dans les plans de Paris. Et donc du coup Zenway, donc cette jolie plateforme, est sortie et aujourd'hui vous pourrez la retrouver dans 60 stations de Paris. Alors très rapidement, quelles sont les clés du succès pour réussir à intégrer les concepts de design thinking au sein d'une entreprise? Donc premier point, une culture d'entreprise ouverte au design. Ça veut dire qu'il faut passer par une phase d'acculturation auprès des équipes métiers qui vont travailler sur un projet pour les sensibiliser à ce qu'est le design thinking et aux méthodes de design thinking, puisque sans ça, ils vont arriver un peu perdus sur le projet. Deuxième point, c'est idéal d'avoir l'appui des hautes instances d'une entreprise pour que le projet ne soit pas un projet isolé, mais fasse vraiment partie d'une stratégie d'innovation globale et d'une vision stratégique plus forte sur l'entreprise totale. Et ensuite, c'est important de composer des équipes de projet qui seront diversifiées, qui vont réunir tous les métiers qui vont intervenir sur le projet, mais c'est important que ces acteurs soient présents dès le début et jusqu'à la fin du projet, et qu'ils communiquent et qu'ils partagent nos informations tout au long du projet. Et ensuite, dernièrement, c'est important d'avoir des designers. Ça reste nécessaire. Parce que les designers vont apporter cette vision expérience utilisateur qui est aussi leur compétence, leur métier, leur savoir. Et ils vont travailler en collaboration avec les expertises des différents corps de métier. Donc c'est important de créer des groupes pluridisciplinaires pour un projet d'innovation. Et enfin, petit aparté, juste pour vous informer qu'en fait en 2017, sur ICAT, justement, on trouve que le design c'est essentiel, on trouve que c'est important. Il faut justement qu'on impulse du design dans les process d'innovation de nos clients. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on monte tout simplement en fait, notre lab d'innovation en interne, donc le Suricat Lab, et qui sera en fait un lab avec une équipe pluridisciplinaire justement sur ICAT, donc design, technique, business, et qui accompagnera en fait de bout en bout les clients justement dans leur processus design, tout en impliquant en fait la pensée design vraiment de A à Z. Merci.